Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, suite de la colle du lundi sur le chapitre de thermodynamique numéro 1, donc lié à l'étude des systèmes thermodynamiques et bien à leur équilibre. Alors ici, on va travailler sur un exercice un petit peu particulier. Donc, un exercice lié à des transformations de l'eau dans une enceinte. Donc ici, on nous demande au départ de définir ce qu'est la pression de vapeur saturante, ensuite de trouver l'état final du système lorsqu'on introduit 5 ml d'eau liquide dans une enceinte fermée, initialement vide de volume V égale 50 litres, dont la température est fixée à 60 degrés Celsius. Et même question si on introduit 20 ml d'eau dans l'enceinte initialement vide. Puis ensuite, même question si cette enceinte contient de l'air à la pression atmosphérique. Donc ici, finalement, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, on a une enceinte de volume V fixe, en contact avec un thermostat, ce qui fait que la température T reste fixée à 60 degrés Celsius. Alors vous voyez là, j'emploie le mot thermostat qui est un mot vu dans un chapitre un petit peu plus lointain. On sait maintenant que le fait de fixer la température à 60 degrés Celsius implique qu'on a contact avec un thermostat, plus qu'on a une transformation suffisamment lente pour que l'équilibre thermique s'installe à tout instant entre le système et l'extérieur. Et donc ici, le volume fixe, eh bien, il vaut 50 litres. Et donc, dans cette enceinte, on va introduire un certain volume d'eau, V0. Alors, première question, donc, on nous demande de définir ce qu'est la pression de vapeur saturante. Alors, la pression de vapeur saturante, c'est la pression d'équilibre entre une phase condensée alors très souvent le liquide et le gaz à une température donnée. Alors, d'où vient cette notion? Elle vient du fait que si on regarde un diagramme pression-température, un diagramme PT, diagramme d'état, pour un corps pur, eh bien on va constater l'existence de trois domaines. Alors ici on a le point triple, ici le point critique, ici le domaine du solide, le domaine du gaz et le domaine du liquide. Et donc ici ce qu'on voit, c'est que pour l'équilibre liquide-gaz, les pressions de vapeur saturante sont les valeurs de pression associées aux températures sur la courbe ici. Donc là, on a les pressions de vapeur saturante pour l'équilibre. Liquide-gaz, ce qu'on va appeler la courbe de vaporisation. Et donc là, on voit une chose, on voit que pour un corps pur donné, pour qu'il y ait équilibre entre le liquide et le gaz, eh bien, il faut que la pression soit à une valeur fixée et une seule. Donc si j'ai fixé T, je fixe instantanément P. Donc ça, c'est bien important d'en prendre conscience. Alors, on peut parler donc de pression de vapeur saturante du liquide, et on peut aussi remarquer qu'on peut parler de pression de vapeur saturante du solide. À ce moment-là, on reprend le raisonnement précédent, et on va chercher cette branche de courbe. Psat de T pour l'équilibre solide-gaz. Et donc là, ce sera la courbe
de sublimation qui sera représentée. Bon, j'ai un petit peu plus détaillé la première question. Cette question, dans le cadre d'un oral de concours, pourrait dériver vers ce type de question, finalement. Alors, ensuite, on va s'intéresser de plus près au système en tant que tel. Alors, maintenant qu'on sait ce que c'est la pression de vapeur saturante, on sait finalement que on va avoir, pour le système qu'on est en train d'étudier, deux scénarios possibles. Alors, on va expliquer ce qui se passe. En gros, tant que la pression finale est inférieure à la pression de vapeur saturante, on est dans le domaine du gaz. Vous voyez, le diagramme PT ici nous indique ceci. Donc si la pression finale est inférieure, alors on va préciser un peu plus même. Si on suppose que tout le liquide se vaporise, et bien à ce moment-là, à l'état final, on obtient une pression qu'on va appeler PF. Et donc ensuite, si PF est inférieur ou égal à Psat, on est bien dans le domaine du gaz ou d'existence du gaz avec le liquide, donc l'état final est acceptable. Si par contre PF est supérieur à Psat, eh bien à la température T, on se trouve dans le domaine d'existence de stabilité du liquide, et à ce moment-là, l'état final que l'on a supposé au départ n'est pas acceptable. Et donc dans ce cas-là, si PF est supérieur strict à Psat, eh bien ça veut dire que l'état final supposé où tout le liquide se vaporise n'est pas correct. Et donc on a un état final où on a équilibre liquide-gaz. Alors maintenant on va essayer de mettre tout ceci en forme. Alors, ici donc, on sait qu'on étudie le système fermé, donc constitué du volume V0 qui vaut 5 ml d'eau. Donc ce qui va me donner une masse M0 qui vaudra ρ de l'eau fois le volume V0. Alors la transformation, on va caractériser la transformation de ce système. Alors qu'est-ce qu'on en sait de ce système? À l'état initial, on va avoir... Alors qu'est-ce qu'on va avoir à l'état initial? On va avoir donc de l'eau liquide à la température T qui va occuper le volume V0. Et donc on aura la masse M0, cette masse ne va pas varier. À l'état final, eh bien on va supposer, pour l'instant qui est hypothétique, on va supposer que toute l'eau est sous forme de vapeur, qu'on a toujours la masse M0, on a la température T. Si on suppose que toute l'eau est vaporisée, eh bien le volume occupé ce sera le volume V. Et donc on va avoir la pression finale PF. Donc là, l'hypothèse d'étude, c'est que toute l'eau est sous forme de vapeur. Alors, il faut vraiment voir ici que, pour l'instant, on travaille avec un état final hypothétique. Alors, comment est-ce qu'on va caractériser cet état final hypothétique? Eh bien, on sait qu'à l'état final, on peut exploiter la loi des gaz parfaits, ou l'équation d'état des gaz parfaits, pour l'autre nom qui peut exister. Alors, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire que la pression finale
elle vaut la quantité de matière initiale fois R fois T sur le volume de l'enceinte. Donc finalement, elle vaut la masse d'eau présente au départ fois R fois T sur la masse molaire de l'eau fois le volume de l'enceinte. Alors derrière, je peux passer à l'application numérique. Alors ici, je fais attention à plusieurs choses. La température doit être en Kelvin. La masse M, si je passe en système SI, doit être en kg, ce qui impose à la masse molaire d'être en kg par mol. Le volume doit être en mètres cubes, T en Kelvin et M0 en kg. Si je veux être cohérent avec R, eh bien, qui est en joule, Kelvin-1, mol-1. Alors, ainsi, j'obtiens la pression finale, hypothétique pour l'instant, qui vaudra 1,54 fois 10 puissance 4 pascal. Avec le pascal, l'unité SI de pression, évidemment. Alors, ici, je vais maintenant commenter la valeur de pression finale obtenue. Si je regarde attentivement ici, on me donne une pression de vapeur saturante à 19 947 pascal. Donc je constate que la pression finale hypothétique que j'ai déterminée est inférieure à la pression de vapeur saturante, à la température T donnée. Si PF est inférieur à Psat, quand je me rapporte au diagramme d'état PT, eh bien je constate que je suis dans le domaine de stabilité du gaz. Parce que si on regarde bien ce qui se passe ici, vous voyez, ici j'ai Psat, et donc si PF est inférieur à Psat, eh bien je me trouve bien dans le bon domaine. Donc ici PF inférieur à Psat, c'est ce qui va valider l'hypothèse que toute l'eau s'est vaporisée. C'est-à-dire que l'état final hypothétique est le vrai état final. Alors, si maintenant je cherche à déterminer l'état final avec V0 égale 20 ml, je reprends le même raisonnement que précédemment. Je change simplement la masse M0 qui devient M'0. Donc là, ça c'est le volume V'0. Et à ce moment-là, eh bien, je vais obtenir une pression finale hypothétique qui va valoir eh bien, la nouvelle masse, donc M'0 fois R fois T. Il n'y a pas grand-chose qui va changer, vous voyez. Sur la masse molaire de l'eau fois le volume de l'enceinte. Je réalise l'application numérique. Alors là, c'est pas très méchant à faire. Il suffit que je multiplie par 4 la pression précédente, parce que j'ai multiplié par 4 le volume, donc la masse initiale. Donc ici, j'obtiens 7,69 fois 10 puissance 4 pascal. Alors le problème qui se présente ici, c'est évidemment que j'ai toujours la même pression de vapeur saturante. La température reste la même. Et donc là, je sais instantanément que PF' est supérieur à Psat. Alors, quel est le problème ici? Eh bien, le problème, c'est que la pression PF' se trouverait au-dessus de Psat, donc on se trouverait dans un couple, avec un couple de coordonnées qui correspond au domaine de stabilité du liquide.
Donc ici, on peut dire que l'hypothèse est invalidée. Donc, quel état final on va devoir prendre maintenant? Eh bien, on va devoir reprendre la transformation précédente. En supposant qu'à l'état final, on va avoir un équilibre liquide-vapeur. Donc ici, l'état initial ne bouge pas. J'ai de l'eau sous forme liquide avec la masse M'0, le volume T, enfin le volume V'0 et la température T. Et à l'état final, eh bien, je vais avoir de l'eau à l'équilibre liquide-gaz. Donc là, qu'est-ce que je vais pouvoir dire instantanément? Je vais pouvoir dire que je connais la pression. Je sais que la pression du gaz, c'est la pression de vapeur saturante, parce que c'est la pression d'équilibre entre les deux phases. Je sais que la température T n'aura pas bougé. Et par contre, la question qui va se poser ici, c'est que je vais avoir un volume de liquide VL plus un volume de gaz VG, sachant que le volume total faudra grand V. Alors, maintenant, eh bien, ce que je vais faire, je vais essayer de trouver l'état final. Alors, pour déterminer finalement l'état final et la composition du système, eh bien, je vais utiliser la loi des gaz parfaits. Alors, j'utilise la loi des gaz parfaits, tout en sachant ici, évidemment, que N'0, la quantité de matière, ce sera la quantité de matière de gaz plus la quantité de matière de liquide. C'est-à-dire que la quantité de matière va se répartir entre les deux états disponibles. Et donc là, je vais écrire pour la loi des gaz parfaits, pression de vapeur saturante fois le volume de gaz vaudra la masse de gaz sur la masse molaire de l'eau fois R fois T. Donc autrement dit, la quantité de gaz fois R fois T. Alors, ici, je peux donc écrire cette première égalité. Deuxième chose que je vois, je sais que, a priori, VL sera inférieur à V'0. C'est-à-dire que du liquide s'est évaporé, ou même est rentré en ébullition pour former du gaz. Eh bien, cette hypothèse est forcément vérifiée. Donc, je vais avoir 20 ml à comparer à 50 litres. Donc, en première approche, je peux dire que VL plus VG vaut à peu près VG, et donc que VG vaut à peu près V. Voilà, j'ai VL très petit devant V, et donc là, je vais dire que VG vaut à peu près V. Alors, c'est une hypothèse qui va alléger le calcul. Si jamais on ne peut pas formuler cette hypothèse, il faut résoudre un système plus précisément. Donc ici, la loi des gaz parfaits, finalement, va me donner que eh bien, le volume, finalement je le connais ici, donc ce qui va m'intéresser c'est la masse de gaz, il va me donner que la masse de gaz présente, ce sera la pression de vapeur saturante, fois V, fois la masse molaire de l'eau, sur RT. Je réalise l'application numérique. Alors là, je peux obtenir M en kg ou en grammes, peu importe. Si je fais le calcul en grammes, j'obtiens une masse de gaz de 6,48 grammes. Donc il me reste derrière à calculer eh bien, la masse de liquide. Donc pour ce qui est de l'état liquide ici, eh bien, je vais utiliser le fait que j'ai la masse totale, M'0, qui vaut la masse de liquide plus la masse de gaz. Donc finalement, la masse de liquide à l'état final, c'est la masse totale moins la masse de gaz. Et là, je vais obtenir
une masse de liquide qui va valoir 13,5 grammes. Donc là, hop, on va avoir donc simplement ici, à l'état final, eh bien, on obtient donc ici, vous voyez après le volume de liquide, on le trouve facilement, c'est 13,5 millilitres. Donc on obtient VL égale 13,5 millilitres d'eau liquide à l'équilibre avec du gaz, avec de l'eau sous forme de gaz, à la pression Psat. Donc si vous voulez, là le scénario qu'on va obtenir à la fin, c'est qu'on va avoir en termes de masse, vous voyez, bon, 6,48 grammes, 6,5, on va dire 6,5 sur 20, donc ouais, ça fait, allez, 6,5 sur 20, on multiplie par 5, 32, ouais, allez, 33%, on va dire. On va avoir à peu près 33% de la masse qui va se trouver sous forme de vapeur. Et qui va occuper quasiment toute l'enceinte, qui va occuper au fait 50 litres moins 13,5 millilitres, d'où le fait qu'on a à peu près 50 litres de gaz. Et au fond, tout au fond, on va avoir un tout petit peu d'eau liquide, alors un tout petit peu en termes de volume, parce qu'en termes de pourcentage, on voit qu'on a encore, on peut dire 67% de la masse qui se trouve sous forme de liquide, qui va occuper le volume 13,5 millilitres de l'enceinte. Donc là, on va arriver à une configuration d'équilibre à la température T entre l'eau sous forme liquide et l'eau sous forme de vapeur. Sachant que dans l'autre cas, dans le cas où on n'avait pas mis assez d'eau au départ, eh bien toute l'eau était passée sous forme de vapeur, sans pour autant réussir à atteindre la pression de vapeur saturante. Donc là, il faut imaginer finalement le scénario, ce qui va avoir lieu. On met de l'eau liquide, qui voit du vide au-dessus. Donc, pour installer sa pression d'équilibre, l'eau liquide laisse des molécules s'échapper. Si suffisamment de molécules s'échappent, à la fin, on a une concentration telle de molécules d'eau au-dessus de la surface que le nombre de molécules d'eau entrant dans l'eau liquide par unité de temps est égal au nombre de molécules d'eau sortant de l'eau liquide par unité de temps. À ce moment-là, on atteint un équilibre liquide-vapeur, on a atteint la pression de vapeur saturante. C'est-à-dire finalement qu'on a suffisamment de choc sur la surface de séparation eau liquide, eau vapeur, pour que les deux phases puissent cohabiter. Si ces nombres, ces flux entrants et sortants ne s'égalisent pas, ça veut dire qu'à un moment donné, eh bien, l'eau finit par se vaporiser totalement. Et donc on est à ce moment-là dans le domaine de stabilité du gaz à une pression trop faible pour que l'équilibre ait pu s'installer. Alors ici, au niveau du scénario qui a permis d'arriver à cet état, si on a du vide au-dessus, on va avoir un scénario où il y a présence d'ébullition. Alors l'ébullition, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie qu'il y a des bulles de gaz qui vont naître au sein même du liquide et qui vont s'échapper de celui-ci. Alors là, on peut se demander justement quel est l'intérêt de la dernière question, qui nous demande ce qui se passe si cette enceinte, dans le second scénario, contient de l'air à la pression atmosphérique. Alors, est-ce que l'état final va changer si l'enceinte contient de l'air sec à la pression atmosphérique? Eh bien, en réalité, non. C'est-à-dire que, en gros, ce qui va changer, c'est qu'on va avoir toujours... Oups, faites tomber mon crayon. On va toujours avoir ce résultat-là,
cet état final. Mais la petite subtilité supplémentaire, finalement, c'est que en plus de l'eau sous forme de vapeur, on va avoir toutes les autres molécules qui constituent l'air qui vont être présentes aussi. Alors je vais pas les mettre en vert, ça se rapproche trop du bleu. On va les mettre comme ceci. Voilà, on va avoir en plus dans le gaz environnant les molécules d'air. Mais la pression de vapeur saturante ne va pas changer. Donc l'état final vis-à-vis de l'eau ne va pas changer. Donc là on va avoir O2 et N2, dioxygène diazote, qui vont rester sous forme de vapeur. Donc ce qui va changer, ça n'est pas la pression partielle en eau. La pression partielle en eau va rester Psat. Mais la pression totale en gaz va devenir pression atmosphérique plus Psat. Donc ça, ce sera la pression totale à l'état final. Alors par contre, il y a une grosse différence. C'est que ici, on voit que la pression atmosphérique, qui vaut en gros 10 puissance 5 pascal, est supérieure à la pression de vapeur saturante. Alors ça, quel impact est-ce que ça va avoir? Eh bien, ça va interdire l'ébullition. Alors pourquoi ça interdit l'ébullition? Parce qu'il faut imaginer qu'on a la surface de l'eau, d'accord, qui va être le lieu d'un grand nombre de collisions. On va avoir les molécules d'eau qui vont essayer de s'échapper, les molécules d'eau qui vont essayer de rentrer, et donc on a dit que l'équilibre se faisait quand il y avait égalité des flux. Si initialement on a du vide au-dessus, eh bien il va de soi que ici, aucune molécule d'eau qui essaie de sortir ne va rencontrer de résistance. Donc tant que la pression qui existe au-dessus de la surface ici ne vaut pas la pression de vapeur saturante, eh bien on va avoir le phénomène d'ébullition. Si par contre, on rajoute maintenant des molécules de O2 et de N2, eh bien ces molécules de O2 et de N2 vont aussi frapper la surface de l'eau. Et les collisions générées vont empêcher certaines molécules d'eau de sortir. Donc la transformation aura toujours lieu, l'état final sera toujours le même, c'est-à-dire qu'il faudra toujours la même quantité par unité de temps de molécules d'eau qui sortent et qui rentrent, mais la présence de molécules autres va limiter la vitesse de sortie des molécules d'eau depuis le liquide vers le gaz. Et donc là, on va avoir deux scénarios possibles. En fait, tant que la pression totale au-dessus, alors là je prends à la fois la pression en autre gaz et la pression partielle associée à l'entité qui nous intéresse, finalement je peux dire que tant que la pression totale est inférieure à Psat, je vais observer de l'ébullition. Donc un phénomène violent. Alors inférieur ou égal. Si la pression totale devient supérieure à Psat, je vais simplement observer de la vaporisation. Donc là, en fait, on voit qu'il y a une distinction entre l'ébullition et la vaporisation. Alors, dans les deux cas, l'état final sera associé à une pression Psat pour l'eau, à l'équilibre liquide-vapeur. Mais si
P total en gaz est inférieur ou égal à Psat, je vais avoir le phénomène violent qui se met en place. C'est-à-dire un phénomène qu'on appelle de nucléation, de création de bulles dans le liquide qui vont s'échapper vers l'extérieur. Si la pression totale est supérieure à Psat, la surface de l'eau subit trop de collisions, et donc la phénomène de fuite des molécules d'eau depuis le liquide vers le gaz au-dessus se fait plus lentement. Donc là, la différence dans la vie de tous les jours, c'est la différence entre ce qui va se passer dans une bouilloire et ce qui va se passer quand vous mettez votre linge à sécher. Alors, par exemple, vous allez voir que c'est assez simple à comprendre. Donc, si on se place dans le cas du linge qui sèche, on se trouve à la température ambiante qui vaut 20 degrés Celsius. Si on se place dans le cas de l'eau qui bout, donc la casserole de pâte, la casserole d'eau classique, ou la bouilloire, on a fait en sorte d'avoir la température d'ébullition de l'eau sous la pression atmosphérique qui vaut 100 degrés Celsius. Alors pour l'eau, qu'est-ce qui se passe? Si on reprend le diagramme, PT, point critique, eh bien si on se place à 20 degrés Celsius, à la température ambiante, on va par exemple se trouver ici. Et donc on aura une pression qui va avoir une pression de vapeur saturante, à T ambiante, qui va être inférieure à la pression de vapeur saturante à la température d'ébullition. En effet, vous savez que l'eau bout à 100 degrés Celsius sous un bar. Alors ça, qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie que la pression atmosphérique vaut la pression de vapeur saturante de l'eau à Teb. Donc, ici, tant que l'on est dans le cas du linge qui sèche, on va avoir une pression de vapeur saturante associée à la température ambiante qui est inférieure à la pression atmosphérique. Or, quand la pression de vapeur saturante est inférieure à la pression atmosphérique, ça veut dire que l'atmosphère va frapper trop fréquemment la surface de l'eau pour laisser les molécules d'eau sortir rapidement. Et donc on va simplement observer de la vaporisation. Vaporisation. Dans le cas où la pression atmosphérique vaut la pression de vapeur saturante, eh bien ici on va observer de l'ébullition. Donc la transition liquide-gaz, vous voyez que c'est un cas très particulier, parce qu'on a un scénario lent et un scénario violent. Et donc pour distinguer les deux scénarios, eh bien il faut prendre en compte le fait que, il faut prendre en compte au fait la pression totale qui s'exerce sur la surface du liquide. C'est-à-dire qu'il faut prendre en compte la présence éventuelle d'autres espèces. Donc là, en gros, ça veut dire que dans tous les cas, si la pression de vapeur saturante en espèces n'est pas atteinte, l'équilibre liquide-gaz n'est pas atteint. Et pour atteindre cette pression, on va avoir deux scénarios qui vont dépendre de la pression totale qui s'exerce. Si la pression totale qui s'exerce est supérieure à la pression ou égale à la pression de vapeur saturante, enfin supérieure à la pression de vapeur saturante, on aura une simple vaporisation, le phénomène lent, c'est-à-dire un phénomène de surface où on n'observera pas de bulles et d'agitation perceptibles à notre échelle de l'eau. Finalement, il n'y aura pas de naissance de bulles en profondeur. Si la pression totale en surface est inférieure à la pression de vapeur saturante, là, les bulles vont pouvoir naître en profondeur et aller éclater à la surface. On va observer l'ébullition. Donc cet exercice a permis de pousser un petit peu plus loin l'idée finalement de changement d'état, en parlant de ce qui peut se passer sur le changement d'état liquide-gaz si d'autres espèces sont présentes. Il me reste à vous dire de poser vos questions en commentaire et à vous annoncer la suite au prochain épisode.